Alors, on va continuer. Ici, on va voir qu'il est possible d'essayer d'amener des nuances dedans, c'est-à-dire éclaircir ou assombrir. Alors, je vais essayer de faire ça sur la chèvre de gauche, évidemment, qui est vue en entier ici. Et je vais faire ça via un calque que je vais créer au-dessus. Donc je clique sur le bloc de feuille, il arrive directement au bon endroit au-dessus de la chèvre de gauche. Pourquoi? Parce que le calque de la chèvre de gauche était activé. C'est le principe, quand on crée un calque, il arrive au-dessus de celui qui est activé. Et sur ce calque, je vais aller dessiner, je vais essayer, on va commencer par du noir en fait. Je vais prendre le pinceau et dessiner en flou avec du noir. Et je vais tenter de dessiner une ombre sous la chèvre ici. Voilà. Peut-être également ici. Voilà. Donc pour l'instant c'est totalement foireux. On est d'accord, mais on va essayer de voir si on peut améliorer les choses. Ok? Donc vous avez bien dessiné sur le calque qui est juste au-dessus. Bien, donc première chose, pour que les traits noirs que j'ai faits ne soient visibles qu'à l'endroit où il y a des pixels ici en dessous, je vais devoir faire de l'écrêtage, c'est-à-dire faire en sorte que les pixels ici ne soient, certains deviennent invisibles. Certains des pixels noirs, il faut faire en sorte que certains des pixels noirs deviennent invisibles en fonction de la présence ou pas de pixels dans le calque d'en dessous. Et ça, c'est la touche Alt. Alors attention, je vous montre, ne faites pas, j'enfonce la touche Alt, et sans enfoncer le bouton de la souris, je fais voyager le pointeur entre les deux calques, et à un certain moment, j'ai une icône. Pourquoi je dis sans enfoncer le bouton de la souris? Parce que si vous enfoncez le bouton de la souris en ayant la touche Alt enfoncée, vous faites une copie du calque. J'annule. Donc c'est sans enfoncer le bouton à souris, je fais voyager le pointeur entre les deux calques, j'ai une icône qui apparaît là, quand je l'ai, je clique, je peux lâcher la touche Alt. Et là, les pixels noirs que j'ai créés ne seront visibles que là où il y a des pixels en dessous. Faut cliquer quand... Donc comme on le voit ici, le calque s'est décalé. Ça, c'est une bonne astuce pour que les pixels d'un calque ne soient visibles que là où il y a des pixels dans le calque d'en dessous. Et c'est quelque chose qu'on va souvent utiliser quand on fait du Photoshop. Ça évite de devoir créer des masques. J'ai pas dû créer un masque pour empêcher que mes pixels noirs soient visibles que sur la chèvre. Alors, je vais quand même aller modifier un peu les choses ici. Voyons un peu ça. Si je mets en mode produit, ça ne fonctionne pas super bien. Je vais diminuer l'opacité ici. Voilà. Donc, je diminue l'opacité du calque pour avoir des ombres quand même moins fortes. C'est juste pour suggérer un ombrage sur la chèvre. Mais j'ai quand même commencé en noir, parce que qui peut le plus peut le moins. Qui peut le plus peut le moins. C'est pour ça que j'y vais à fond avec du noir, et puis après je diminue par l'opacité. S'il faut remodeler, j'y vais à la gomme. On pourrait faire un masque de fusion sur ce calque-là, mais c'est pas génial. J'aime autant y aller à la gomme. Donc je prends la gomme, une brosse à bord flou, et je peux aller gommer. Ok. Et revenir en noir s'il faut. Donc en noir, mais ça ne fera plus du noir puisque le calque est à l'opacité dans mon cas 38%. Pour la gomme, vous voulez passer, monsieur? Bon, après ça devient du dessin, il faut se concentrer pour arriver à faire des choses bien. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que déjà, je ne peux pas dessiner sur la chèvre d'à côté.
même si techniquement les traits arrivent, d'accord, ils ne sont visibles que là où la chèvre de gauche est visible. En tout cas, la couleur de la chèvre de gauche. Alors, je vais au-dessus du calque ici recréer un calque vide. Ce calque vide, je l'écrète également. Touche Alt, je clique entre les deux. Donc on peut avoir plusieurs calques qui apparaissent uniquement là où il y a des pixels dans le calque de base. Donc ce calque vide, vous avez sans doute deviné à quoi il va servir. Il va servir à faire les reflets. Enfin les reflets, les lumières en fait, hein, parce que la chèvre n'est pas tellement disco que ça. Donc elle ne brille pas de mille feux, mais il va certainement y avoir possibilité de mettre des espèces de lumière sur le dessus. Donc pinceau, je dessine en blanc, voilà. Et là, comme prévu, le blanc, ben, ça ne se voit pas ici, mais il ne sera visible qu'à l'endroit où la chèvre se trouve en fait. Hein. Ce sera visible surtout si je commence à venir ici. Je vais remarquer que je n'arrive pas à déborder sur la chèvre d'à côté de toute façon. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, je peux diminuer l'opacité et donc régler l'intensité du blanc. Et je revois donc un peu la couleur d'en dessous. Voilà, comme ça donne un peu de volume à la bestiole. Ah, il n'est pas interdit aussi d'amener du blanc qui a de la transparence. C'est-à-dire que si ici je travaille sur la tête, je peux aller pour le pinceau diminuer l'opacité. Donc j'amène du blanc transparent. Comme ça j'aurai différents niveaux de blanc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a le blanc 100% et puis il y a du blanc plus discret. Même chose que tout à l'heure, je peux également gommer. Voilà. Ouais, mais alors il aurait fallu faire le doc et la tête en même temps, parce que si on fait le doc, on règle l'opacité, qu'après on fait la tête ensuite et qu'on règle l'opacité. Oui. Ça enlève l'opacité du doc. Ici, c'est l'opacité du pinceau que j'ai été modifiée. Hein, quand j'ai dessiné la tête au pinceau, voilà. Même maintenant, il y a une autre solution. Je pourrais aussi avoir plusieurs calques blancs avec différents degrés d'opacité. D'accord? Je vais le faire ici pour la chèvre d'à côté. Si je crée un calque vide, voilà. Un autre calque vide, voilà. Je dessine ici en blanc à 100% d'opacité avec mon pinceau. Je dessine, voilà, sur le dessus de la tête, ok. Puis je vais dessiner le dos ici, voilà. Non, je vais faire ça sur l'autre calque, le dos ici, voilà. Donc là, on est d'accord. J'ai deux calques pour le reflet sur la chèvre. Et je peux aller modifier l'opacité de chacun de ces calques différemment. Pour le dos ici, voilà, je suis en train de modifier le dos, on le voit. Pour le dessus, je peux faire différent. Bien. Alors ce qui serait intéressant, c'est peut-être de passer en mode superposition dans ce cas-ci. Est-ce que ça change quelque chose? Pas grand-chose ici. Mode superposition. Non, ça ne change pas grand-chose ici. Voilà. Donc voilà, ceux qui veulent vraiment faire ça de manière très pointue, n'hésitez pas à avoir différents calques pour le blanc et différents calques pour les ombres. Je vais ici créer d'autres calques pour les ombres. Voilà. Je peux les mettre en dessous, c'est pas plus mal. Donc j'ai deux calques pour les ombres. Je vais dessiner en noir. Voilà, ça va être l'ombre de la tête, pas avec la gomme, avec le pinceau, je dessine en noir évidemment. Ça va être pour l'ombre sur la tête, voilà. Et ça va être l'autre calque pour l'ombre sous le corps ici, voilà. Et éventuellement même un peu la patte, voilà. Et ici un peu la patte aussi, voilà. Ok.
Donc, parfois il faut ruser, il faut revenir à la gomme par l'autre côté. Ok. Donc, opacité de l'ombre pour les pattes et le corps. Opacité de l'ombre pour la tête. Voilà, donc différent. Et l'intérêt de faire autant de calques, c'est comme ça, on peut revenir en arrière et réactiver ce qu'on veut. Parce qu'on peut en faire, on pourrait faire des... Peut-être se dire, ben voilà, je peux supprimer... Donc l'intérêt de faire ça sur des calques plutôt que de dessiner directement sur le calque ici, c'est de pouvoir annuler, pouvoir régler autant de fois qu'on veut par la suite. Il faut se donner, ça c'est la philosophie de Photoshop, se donner la possibilité de modifier un maximum les choses. C'est flagrant, justement, je trouve que c'est flagrant sur cet exercice. Dans tous les cas, il faut absolument se donner la possibilité de pouvoir modifier les choses dans Photoshop par la suite. Sinon, on va être coincé. Si le logiciel le permet, on le fait. Et ça n'alourdit pas tellement les images, parce qu'en fait, quand il n'y a que quelques pixels sur un calque comme ça, il ne faut pas croire que ça multiplie, chaque fois que je fais un calque, ça multiplie l'image. Le poids de l'image n'est pas tellement alourdi. Hein. C'est le nombre de pixels total du montage qui fait le poids du fichier. Ce n'est pas le nombre de calques. Bon, ceci c'est une méthode pour faire de la colorisation. C'est une méthode rapide mais souple. C'est important qu'elle soit souple, qu'elle permette de revenir en arrière. Changer les couleurs, c'est encore possible évidemment. Je clique sur la bestiole, je vais dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Et on peut encore aller modifier la saturation de la bestiole, la couleur. Même chose pour l'autre. Maintenant, vous trouverez sans doute d'autres techniques de colorisation de bande dessinée. Ça existe évidemment. Alors, coloriser les bandes dessinées, c'est un boulot. Hein. C'est un boulot à part. Bon, parfois c'est la personne qui dessine qui le fait elle-même, mais parfois c'est le coloriste qui va faire ça, parce que c'est quand même assez répétitif comme boulot, et pas super intéressant au niveau créatif. Alors, vous avez un nuancier dans Photoshop, menu fenêtre nuancier. Il est fort peu utilisé dans Photoshop, le nuancier, contrairement à Illustrator ou InDesign, où le nuancier est vraiment extrêmement important. Mais dans ce cas-ci, le nuancier vous permettra de stocker des couleurs, en fait. Vous allez pouvoir stocker vos propres couleurs et les récupérer rapidement. Ça veut dire que si vous avez régulièrement le même personnage à dessiner, avec sa culotte, son chapeau, etc., d'une certaine couleur, vous allez pouvoir aller puiser les couleurs dans le nuancier. Donc, nouvelle nuance, en cliquant simplement sur la couleur dans le nuancier, une fois qu'elle a été mise au point. Alors que je vois ici, que je me souvienne comment ça marche, cette couleur là, une fois qu'elle est mise, oui, non, c'est pas comme ça, il faut d'abord que je la crée. Donc je crée la couleur. Ça va être la couleur du chapeau de mon personnage, disons. Voyons, je vais... Ah, il faut que je m'y retrouve. Nouvelle nuance. Oui, voilà, c'est simplement. Il faut avoir déjà la couleur préparée dans la palette des outils. Quand je fais une nouvelle nuance, voilà. Il prend cette nuance-là, voilà. Ok. Maintenant, je vais faire la couleur de la culotte. Vous faites la pipette, monsieur. Voilà, culotte, ok. Donc ben voilà, j'ai déjà ajouté deux nuances là. Et si je les affiche par liste, je vais même voir le nom que je leur ai donné. Elles sont en bas. Voilà. Chapeau, culotte, ok. Ici, voilà.
nuance dans cela, ça peut vérifier. Je viens d'enregistrer, je viens de créer des couleurs en cliquant là-dessus par le sélecteur de couleurs. La couleur bourrée, en fait. Non, non, je suis en train d'expliquer que quand on fait une bande dessinée, quand on doit coloriser régulièrement les mêmes éléments, on a intérêt à utiliser le nuancier pour stocker les couleurs, pour pouvoir les récupérer. Surtout si c'est les mêmes personnages. Mais c'est ça, c'est pour les mêmes personnages, il faut avoir une cohérence. On ne va pas encoder chaque fois les valeurs RVB, on utilise le nuancier. Ok? Bien. Alors, ah oui, ce que je vais faire ici, c'est que je vais enfoncer la touche Alt dans le nuancier et je vais supprimer toutes les nuances qui s'y trouvaient déjà en fait. Vous voyez, j'enfonce la touche Alt et je supprime en cliquant plusieurs fois toutes les nuances. Oui, c'est un peu foireux, mais il n'y en a pas tellement. Créé, en fait. Elles ne sont pas importantes, celles-là, c'est celles qui étaient d'origine dans Photoshop. Celles qui m'intéressent, c'est les deux là que je viens de créer juste avant. Et si vous mettez réinitialiser, je veux dire que ça les remet en fait. Oui, il y a plein de solutions dans le nuancier, il y a plein de choses. Ah bah oui, réinitialiser. Oui. Et on va pouvoir aussi enregistrer le nuancier. Par exemple, ce nuancier-là, on imagine que j'ai quand même une douzaine de couleurs, ça paraît plus logique. Enregistrer le nuancier, je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Voilà. Ok. Je dis que c'est pour coloriser la BD de ce dessinateur-là. C'est juste un exemple. Voilà. Et j'ai donc le nuancier qui est sur le disque dur, transférable sur d'autres Photoshop. Si je travaille sur plusieurs machines, c'est pas un problème. Voilà, c'est un petit nuancier minuscule au niveau poids du fichier. Si à un certain moment je me retrouve dans un Photoshop où il y a le nuancier de base, ce qui est fort logique, surtout si on met à 0 Photoshop, je vais pouvoir aller dans le menu ici et demander de charger un nuancier. Charger un nuancier, lequel? Celui-là. Ouvrir. Voilà. Ah tiens, il me l'a ajouté, les nuances. Il m'a ajouté mon nuancier à celui qui existait déjà. Remplacer le nuancier. Là, c'est si je veux me débarrasser de toutes les nuances d'origine. Voilà, c'est ça. Charger un nuancier, ça l'ajoute au nuancier existant. Remplacer le nuancier, ça le remplace complètement. Et donc voilà, super pratique. C'est donc enregistrer le nuancier. Et c'est un enregistre dans un format .aco. Alors, au passage, vous voyez que dans le menu ici, nous avons enregistré le nuancier pour l'échange. Ça veut dire quoi? À ce moment-là, ce n'est pas un .aco, c'est un .ase, Adobe Swatch Exchange. Ça veut dire que je vais pouvoir, dans InDesign, Illustrator, récupérer le même nuancier. Ça peut être utile. Ça, c'est le format de nuancier qui est commun à tous les logiciels. Qui est chargeable, on peut le charger dans tous les logiciels Adobe. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tout le temps celui-là? Parce que, par exemple, dans Illustrator, ce format de nuancier n'est pas capable d'intégrer les dégradés, les motifs. Donc, il faudra absolument utiliser le nuancier Adobe Illustrator si je veux enregistrer un nuancier qui intègre tout ça. Il n'est pas possible actuellement, au départ d'Illustrator, par exemple, de récupérer dans InDesign les dégradés de Illustrator ou les motifs de Illustrator. Pas dans le nuancier, en tout cas. D'où l'intérêt de ce format qui n'intégrera, lui, que des couleurs unies. Pas de dégradés, pas de motifs. Alors donc tu me demandes, est-ce que c'est possible d'utiliser une couleur qui vient d'un nuancier Pantone? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais montrer ici, d'ailleurs j'en ai un dans la boîte là, et j'en ai plein d'autres ailleurs, mais je vous montre rapidement ce qu'est un nuancier Pantone pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une marque qui s'appelle Pantone et qui crée des encres de couleurs
qui ont pour beaucoup une dynamique, une saturation plus importante que ce qu'on obtient en superposant des encres cyan, magenta, jaune, noir. Donc c'est ce qu'on appelle des couleurs supplémentaires. Si je veux un titre qui flash en fluo ou en métallique ou des choses comme ça, sur une affiche, sur un magazine, je vais utiliser du Pantone. C'est un passage supplémentaire en presse. Et donc ces nuanciers qui existent sous forme papier pour qu'on puisse choisir plus sérieusement que sur un écran la couleur, pour qu'on voit vraiment ce que ça donne au final, ces nuanciers sont également sous forme électronique dans les logiciels. Mais bien sûr, si je regarde sur l'écran, je ne suis pas sûr que c'est vraiment la tip-top, la bonne couleur, hein, d'où l'intérêt du nuancier papier. Mais alors, dans Photoshop, si je veux donc utiliser une couleur Pantone, eh bien, je vais pouvoir faire ceci, cliquer là-dessus, sur la couleur de premier plan. Je suis dans le sélecteur de couleurs, et ici, vous avez bibliothèque de couleurs. Et là, vous avez la possibilité d'aller chercher différentes bibliothèques qui existent. Il n'y a pas que Pantone qui fait des bibliothèques, vous avez HKS ici aussi, Focal Tone, mais Pantone est quand même le plus répandu en fait. Hein. Voilà, vous avez le nuancier Pantone pour les couleurs métalliques, pour les couleurs pastel, pour les... Pardon ? Et le plus souvent utilisé, c'est le Solid Coated ou Solid Uncoated. Solid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couleurs ne sont pas créées par un tramage, par superposition de plusieurs encres avec des petits points. C'est ça le tramage. Mais c'est vraiment une couleur unie. Ce sera une couleur unie sur le papier. C'est une encre supplémentaire en fait à l'impression. C'est ça que ça veut dire solide. Coated, c'est le type de papier. Papier magazine, papier pelliculé, couché en fait, imperméabilisé pour l'encre, pour aller vite. Et papier non couché, c'est du papier graineux, sans pelliculage. Mais on commence à entrer un peu plus dans les considérations impression un peu plus pointues. En tout cas, voilà, si vous avez un nuancier Pantone et que vous avez repéré une couleur dedans, vous allez pouvoir taper le numéro de la couleur sur le clavier et la couleur arrive directement là. OK ? Et quand on clique OK, la couleur est là. Bon, je retourne là. En fait, si je fais sélecteur, je retourne au sélecteur. Bibliothèque de couleurs, je retourne au catalogue de couleurs. En fait, ceci, c'est juste une manière de sélectionner, de choisir la couleur dans Photoshop. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous les dégradés de tons. Je choisis la couleur, plutôt que de la choisir en la voyant sur l'écran, je la choisis en la regardant dans le nuancier. Mais attention, la couleur ici, ce n'est pas une couleur Pantone, c'est une RVB. Elle est convertie en RVB. Je me suis juste aidé du nuancier pour choisir une couleur. Mais c'est comme si je l'avais choisi directement dans le sélecteur en modifiant la position de la pastille. Okay ? Si on veut imprimer réellement en Pantone, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des tons directs. C'est-à-dire que dans la palette des couches de Photoshop, vous avez la possibilité d'ajouter une couche de tons directs. Menu de la palette des couches, nouvelle couche. Nouvelle couche, attendez un peu, nouvelle couche, de tons directs, voilà. Encore une fois, je confondais avec Illustrator, c'est pas toujours facile de se resituer. Je suis dans Photoshop. Donc, menu de la palette des couches, nouvelle couche de tons directs. Je vais ici dans la bibliothèque de couleurs indiquer la couleur que j'ai repérée dans le nuancier, c'était la 450. Voilà. OK. En fait, je pourrais très bien mettre n'importe quelle couleur de ton direct. Là, je double-clique sur elle. Je pourrais très bien mettre n'importe quelle couleur de ton direct. 198 par exemple, voilà. Et il suffit que je dise à l'imprimeur que non, tu n'utilises pas le rose 198, mais tu utilises le couleur cacadois 450. Lui, l'imprimeur, il va simplement mettre la bonne encre dans sa presse. Donc vous voyez, ça n'a qu'une importance relative de mettre la bonne encre ici. On peut encore changer d'avis, mais même jusqu'au dernier moment, chez l'imprimeur, vous vous dites, tiens, finalement, ce n'était pas la bonne Pantone que j'ai choisie. Il suffit que l'imprimeur mette une autre Pantone dans sa presse.
Ok. Mais enfin bon, on va quand même essayer de choisir, de quand même mettre la bonne couleur pour qu'au moins on la voit dans Photoshop, la bonne couleur. Ce n'est pas évident à comprendre tout ceci, hein, mais bon, voilà. Alors on parlait du texte tout à l'heure, mais couleur de ton direct, non, ça n'ira pas ici. Alors si vous dessinez donc dans cette couche en noir, voilà, vous dessinez dans la couche, pas dans RVB donc, hein, dans la couche, vous dessinez en noir, eh bien ça amène cette couleur-là. Vous êtes en train de décider. Alors j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu avec la baguette magique. Dans ce cas-ci, ça ne va pas marcher. Il va falloir que je coche ceci. Ça devient un peu compliqué en fait. Hein. Mais voilà, j'ai répondu à la question. Alors non, il ne faut surtout pas que l'encre soit au même endroit que là où il y a les chèvres, sinon elle va venir par-dessus en fait. Oui, elle vient par-dessus. Ou par-dessous. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas qu'elle soit là, à l'endroit des chèvres. Je suis en train de faire certaines choses ici. Peut-être que quand on verra Photoshop avancé, on reviendra là-dessus. Voilà. D'accord ? Donc là, j'ai une couche de ton direct. C'est une encre supplémentaire. Alors vous allez dire, oui, mais les autres, ce n'est pas des encres, c'est des lumières. Ben oui, mais je peux convertir en CMJN. Et là, ce seront des encres. Vous voyez ce qui se passe ? Si elle est au même endroit que le dessin, elle se met sur mon encre noire. Là. Ok ? Donc il faudra vraiment décider ici dedans exactement où elle doit venir, l'encre supplémentaire. Bon. Là, à la limite, je laisse du blanc du papier, c'est pas un drame. Moi, il y a plein de choses que je pourrais vous montrer là. Faire une sélection automatique au départ des traits, des chèvres, de manière à mettre l'encre partout, sauf sur les traits. Enfin, il y a des possibilités, mais ça compliquerait les choses. J'ai répondu à la question, je pense, sur les Pantones, l'utilisation des Pantones dans Photoshop. On peut aussi mettre les chèvres entourées de transparence dans InDesign et faire un bloc Pantone en dessous des chèvres dans InDesign. Ce serait peut-être pas plus mal, plutôt que d'essayer de se fouler dans Photoshop. Alors, on va voir ici comment on peut mettre des textures sur les chèvres. Donc pour l'instant, on a mis des ombres et des lumières sur les chèvres, mais on peut mettre des textures. Mais avant les textures, je vais quand même vous montrer qu'on peut mettre aussi des dégradés. Voilà. Donc, au-dessus de ma chèvre ici, je vais créer un calque vide. Sur ce calque vide, je vais pouvoir aller mettre un dégradé. Vous avez l'outil dégradé dans la palette des outils. Outil dégradé. Dans le haut de l'écran, vous avez les différentes manières d'appliquer le dégradé. La plupart du temps, on va prendre soit linéaire, soit radial. Réfléchi, ça peut être bien aussi, mais... Alors, tu as peut-être confondu l'outil dégradé avec l'outil création de rectangle. C'est un marronnier, ça arrive souvent. Voilà. Donc, outil dégradé. Je vais prendre dégradé radial dans ce cas-ci, par exemple. Voilà. Quel dégradé ? Ben, je dois cliquer ici pour avoir la palette dégradée. Il y a d'autres palettes disponibles par le menu ici. Voilà. Alors, essayons pastel. Il me demande si je veux ajouter le nuancier pastel, les dégradés pastel, ou si je veux remplacer celui-là. Donc, si je veux ajouter
la bibliothèque de dégradés pastel que je viens d'aller chercher, si je veux l'ajouter à ceux qui existent déjà ou si je veux remplacer. Bon, je vais dire ajouter dans ce cas-ci. Donc, j'ai maintenant une palette plus grande avec des dégradés pastel. Bon, ça c'est bien, mais le mieux c'est encore de les créer soi-même, les dégradés. Sinon, vous pouvez déjà essayer ceci. Alors, vous pouvez, dans la bibliothèque de dégradés, ici, dans la palette dégradés, déjà choisir un dégradé. On va voir ce qui se passe quand on l'applique sur la chèvre. Voilà. Amusant, ça. Donc, les reflets et les ombres restent. Pourquoi? Parce que les calques des reflets et des ombres sont au-dessus du calque qui contient le dégradé. Logique, hein? Si je l'avais mis au-dessus, j'ai plus d'ombre et de reflets. Plus d'ombre et de lumière. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est le dégradé radial ici. Si je veux que ce soit le rouge à l'extérieur et le vert à l'intérieur, je clique sur inverser. Et là, je retrace. Et voilà, on a le rouge à l'extérieur et le vert à l'intérieur. Après l'avoir appliqué, je peux en refaire autant de fois que je veux. Hein. Il ne faut pas annuler un dégradé que vous avez mis. Ça ne sert à rien. Vous retracez autant de fois que vous voulez, il remplace le dégradé précédent. Pour autant que vous soyez en mode d'application normale, 100% bien entendu. Sinon, il va se combiner avec les précédents. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore aller dans les teintes de saturation, bien sûr, image réglage teinte de saturation, ou les courbes pour modifier les couleurs. Une chèvre disco. Et oui. Voilà. Ok. Il n'y a pas besoin de faire annuler, on refait un nouveau dégradé. Si par exemple on a pris le dégradé pastel, comment on fait pour revenir, pour avoir toutes les palettes de dégradés? Donc si vous voulez changer complètement de dégradé, vous cliquez là et vous allez rechercher un autre dégradé. Non, en fait il y a plus ces palettes de dégradés, c'est quoi que... Bien. Donc ça c'est sympa. Mais alors, contrairement à Illustrator, quand on va modifier ici le mode d'application du dégradé, ça n'a pas de répercussion sur le dégradé qui est déjà mis. Parce qu'en fait, pour Photoshop, ce sont des pixels comme les autres, comme si je les avais fait d'une autre manière au pinceau ou d'une autre manière. Ce n'est pas un dégradé pour Photoshop, ceci. Dans Illustrator, quand je changerai ici, ça va changer sur l'objet, parce que c'est du vectoriel. Donc, changer ici, c'est bien, mais c'est valable uniquement pour le prochain dégradé qu'on fera. Voilà. Ça, c'est le linéaire. Suivant que je le trace dans un sens ou l'autre, j'ai des bandes. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de créer ses propres dégradés. Donc, pour répondre à ta question, transparence... c'est quand je choisis un dégradé qui a de la transparence. Quand on décoche, la transparence n'est plus prise en compte. Donc dans la création du dégradé, la personne qui a fait le dégradé a créé de la transparence dans le dégradé. Mais ça, c'est pour ne pas l'avoir, la transparence. On décoche ça. L'option simulée, c'est quand on imprime, c'est pour éviter d'avoir un effet, ce qu'on appelle l'effet de banding. C'est-à-dire des bandes, parce que quand on imprime en offset chez un imprimeur des dégradés, il est possible que le dégradé qui paraît nickel sur l'écran, il y ait un effet de bande sur le papier imprimé. Voilà, donc j'ai ici cherché gradient banding pour... que vous compreniez le problème. Et donc, quand on coche simuler dans les options là au-dessus, ça ne change rien à l'écran, mais sans que vous le voyez, ça fait des espèces de petits motifs dans le dégradé de manière à le complexifier, en fait. Et il se trouve que ça va limiter les problèmes de bande. Ok ?
c'est quand même gênant quand on a un dégradé nickel et qu'il sort comme ça avec des bandes. Vous avez toujours mis laisser, simuler, cocher. Oui, laisser cocher simulé, laisser simuler cocher, il est coché d'origine. Mais c'est vrai que on me pose souvent la question parce que c'est un peu obscur et puis on se demande s'il y a quelque chose de sexuel derrière ça, mais non, pas du tout. Je rigole. Ok. Alors, j'en étais à dire qu'on va créer nos propres dégradés. En cliquant sur ici le dégradé, on fait apparaître l'éditeur de dégradé. Voilà. L'éditeur de dégradé. Il a déjà un nom, mais je peux en créer un autre. Il faut donner mon propre nom au dégradé que je vais créer. Type de dégradé. Ah oui, bruit, ça peut être sympa, il y en a plein. C'est un générateur de dégradé très complexe. Bon, le jour où vous devrez faire des aurores boréales, ça peut être sympa. Mais on va rester en dégradé uniforme. Comment est-ce que vous avez... Alors, c'est simple. Vous avez ici les couleurs. Blanc. D'accord? Blanc. Et une autre couleur là. Quand on double-clique, ça ne marche pas. C'est toujours agréable. Alors... Non, ça c'est l'opacité, idiot. C'est en dessous. Oui, oui. Et on a le damier de transparence ici parce que ça m'indique que la couleur a de la transparence sans doute. Non, c'est bizarre. Non, s'il n'y a pas un petit bug quand même. Donc, on double-clique là-dessus et on a la possibilité d'aller changer les couleurs. Je passe à la partie sélecteur, voilà. Et je regarde derrière ce que ça donne, hein, parce que c'est du temps réel. C'est pas choisir la couleur, cliquer et se demander ce que ça donne. On voit directement derrière ce que ça donne. Même chose ici en bas. Ok, je viens de mettre donc une espèce de rose à gauche et du bleu à droite en double-cliquant dessus. Et au-dessus, j'ai la possibilité de modifier la transparence. Pour l'instant, elle est à 0%, c'est pour ça que mon bleu apparaît à peine. Je vais augmenter la transparence. Voilà, donc j'ai un dégradé sans transparence. Ici, je peux diminuer un peu si je veux, vous voyez. Donc on règle comme ça. Et quand on clique en dessous, on ajoute des nuances. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a la possibilité d'ajouter des nuances autant qu'on veut en dessous. Je vais ajouter du blanc, tiens ici, c'est pas interdit. Voilà, si je veux faire des reflets sur un objet, ça peut être bien. Et pour supprimer, ben on le prend et on le supprime. On le sort, en fait, voilà. Tout simplement. Pour le remettre, on clique en dessous. Même chose pour la transparence. Au-dessus, je peux aller mettre autant de niveaux de transparence que je veux. D'ailleurs, vous avez certains dégradés, ben voilà, en voilà un. Celui-là, qui est fourni d'origine. Ce sont des bandes transparentes qui alternent avec des bandes de couleurs. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, ils ont mis plein de petits indicateurs de transparence au-dessus. Ok? Bon, en faisant ça, j'ai perdu mon dégradé précédent. Voilà, mon super dégradé. Et il faut que je supprime tout ça, c'est malin. Je vais plutôt redémarrer de celui-là. Voilà. Voilà. Pardon, comment on modifie? Donc la couleur, ajouter des couleurs, c'est en dessous, double-cliquer et aller choisir. La transparence, c'est au-dessus. Et j'ai le curseur ici, pour le niveau de transparence. Ici, je vais mettre à 100%. Ici, à 100% aussi. Ici, à 0. Ça veut dire que j'ai une partie de mon dégradé qui sera transparent. OK? Et la transparence est progressive, comme on le voit. D'accord? Mais avec les petits indicateurs ici, je règle la progression. Je peux faire un truc super net. Les petits losanges entre les deux, c'est à ça que ça sert. Ça marche aussi en dessous, les petits losanges, pour déterminer
entre deux couleurs, comment elles se répartissent. Bien. Bon, une fois que vous avez réglé tout votre dégradé, vous cliquez sur Nouveau. Tiens, il a changé de nom. Oh, j'en ai marre de taper ça. Mon super dégradé qui commence à me gonfler. Ok, Nouveau. Voilà, il est là. Ok, voilà. Et je le retrouve donc là-dedans. Il est là. Même chose que pour la palette nuancière dont on a parlé précédemment. La palette des dégradés peut être enregistrée. Je vais dans le menu de la palette des dégradés, ici, et je demande enregistrer les dégradés. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier d'aujourd'hui. Pourquoi dans mon dossier d'aujourd'hui et pourquoi pas là où Photoshop me proposait de l'enregistrer? Parce qu'en fait, je veux pouvoir le transférer rapidement vers un autre ordinateur, un autre Photoshop ailleurs. Donc je vais le mettre sur une clé USB et le transporter. Comment ça, c'est laid? Comment osez-vous dire que ce que je fais est laid? Ah non, chez moi. Je pensais qu'il y avait des conventions quand même lors de formation. Ah. Ok. Donc voilà le dégradé, une extension .grd. Ok. Alors, petite parenthèse pour les utilisateurs de Mac. Il est quand même nécessaire de faire apparaître les extensions de fichiers. Et d'origine, il est possible que ça n'apparaisse pas. Et pour arriver à faire ça, quand vous êtes dans le Finder, vous allez sur les préférences, menu Finder, préférences, et dans les options avancées, vous aurez l'option ici à cocher, afficher toutes les extensions de fichiers. Parce que sinon, vous voyez que le nom du fichier. Et l'extension est quand même intéressante pour savoir de quel type est le fichier. Bon, il y a la même chose sur Windows. Dans les paramètres des dossiers et fichiers, il faudra décocher l'option masquer les extensions. Donc sur Mac, pour voir les extensions, il faut cocher voir les extensions. Sur Windows, pour voir les extensions, il faut décocher l'option masquer les extensions. Ouais, le principe est le même, le but est de voir les extensions au final. Et quand on est infographiste, c'est important. Alors, on va peut-être aller chercher rapidement une texture sur le web. Donc, je vais aller dans Google. Vous avez compris pourquoi précédemment j'avais tapé gradient au fait? Je ne l'ai pas dit, hein, mais ça veut dire dégradé en anglais en fait. Gradient. Bon, sinon ici je tape public domaine et je vais demander une texture de... Oh non, pas du bois. Une chèvre en bois, ce serait chouette, mais voyons un peu si je peux avoir... comment est-ce qu'on dit une chèvre en anglais? Goat, je pense. Hein? Ça ressemble à du wallon, tiens, c'est marrant. C'est une gâte. Goat. Voyons un peu ça. Alors, est-ce qu'il y a des poils de chèvre quelque part? Pas vraiment. En mettant la paille, la jambe de paille, c'est... On peut lui mettre des plumes de porc aussi. Ouais. On peut mettre ce qu'on veut, évidemment. Il y en a qui ont trouvé des textures de poils de chèvre? Oui, de chèvre, oui, il y a une peau, Ah ouais. Hein? un agrandissement de peau, où il y a des taches dessus. Oui, des blanches. Ou Goat, tout simplement, ce sera plus simple. Parfois, bon, c'est un peu... Google, c'est... Peut-être demander les grandes images. Eh ben... On peut pas prendre la texture sur une partie. Oui, on pourrait prendre la texture sur une partie de la chèvre, d'une chèvre, évidemment. On pourrait. C'est pas un problème, en effet. Donc, plutôt que d'avoir une texture de peau de chèvre, j'aurais
Ben, par exemple celui-ci, voilà, super. J'aurai toute une photo qui va servir à texturer ma chèvre. Mais c'est pas un problème. Même pas besoin de recadrer nécessairement. Ok, donc j'ouvre la bestiole, je la dissèque. Non, c'est pas ça, je l'ouvre. Ok. Je vais déplacer la bestiole ici vers l'image des chèvres. Où doit-elle arriver? Juste au-dessus du dégradé, parce qu'en fait je veux plus le dégradé sur ma chèvre ici, je veux la texture de l'autre chèvre. Donc quand je vais déplacer l'image, elle va arriver juste au-dessus du calque qui est activé. Voilà. Ok. Oui, c'est bizarre, ça c'est le ciel en fait. Comment vous avez travaillé? Simplement comme ça. Ben oui, et c'est écrété. Parfois ça va casser l'écrétage, il faudra recommencer avec la touche Alt entre les deux. Vous voulez bien? Et comment? Il n'y a pas besoin de créer de calque, vous déplacez simplement, ben déjà en mettant les images en mode fenêtre, on est d'accord, pour les avoir toutes les deux dans des images, dans des fenêtres séparées. On active le calque qui doit se situer au final sous le calque qui va contenir la peau. Donc c'est le calque du dégradé dans mon cas, qui doit être activé. Et avec l'outil de déplacement de pixels, je vais déplacer l'image ici, vers là. Si je ne fais pas de sélection, c'est toute l'image qui se déplace. Si je faisais une sélection, ce serait la zone sélectionnée qui se déplacerait. Bah oui, je peux montrer ça aussi. Je jette. Ici dedans, je fais une sélection sur la peau principalement. Je déplace avec l'outil de déplacement. Et voilà. J'ai déplacé qu'une partie. Ah, c'est simple. Ben oui, de temps en temps. Mais c'est parce que vous avez aussi vu Photoshop pendant 3 jours avant aussi. Hein. Voilà. Et donc j'ai ma texture de chef que je peux transformer si je veux. Mais ouais, c'est pas si simple que ça. Si vous voulez faire les choses vraiment pro, il faudrait que je vous parle de choses en plus, mais je ne vais pas le faire ici. Donc là, je fais édition transformation manuelle et je peux donc tourner ma texture, l'agrandir. D'accord? Attention qu'il y a parfois du ciel qui réapparaît. Voilà, amusant ça. Ça devient flou, hein? Bon. J'annule. Je peux essayer de mettre un filtre de netteté dessus. Alors, le filtre de netteté... J'ai une bonne question. Oui, donc pour répondre à ta question, pour modifier la texture, c'est édition transformation manuelle. Je peux modifier la rotation, la dimension. Je vous rappelle que si on enfonce la touche Alt, ça se redimensionne par le centre. Ça peut parfois être intéressant. Mais attention, si votre texture est super grande, vous devrez super zoomer en arrière pour arriver à voir les poignées. Parce que si vous restez fort rapproché de l'image, vous allez aller dans édition transformation manuelle et vous n'allez pas avoir l'impression que la transformation manuelle est active. Vous n'allez pas avoir les poignées. Et pourtant, vous n'arriverez à rien faire d'autre dans Photoshop parce que vous êtes en mode transformation manuelle. Donc ça, c'est le piège. Si la texture que vous avez amenée est super grande, il faut zoomer en arrière, Alt roulette par exemple, pour voir les poignées. Oui, donc si vous voulez la même texture sur l'autre chèvre, il faut faire la même opération, mais sur l'autre chèvre. C'est-à-dire qu'il faudra activer le calque ici, dans ce cas-ci, parce que je n'ai pas mis de dégradé sur l'autre chèvre, activer le calque ici et déplacer la texture avec l'outil de déplacement. Et voilà, l'autre chèvre maintenant a l'autre calque. Ok? Et une question, maintenant, si on a fait toute notre colorisation, mais qu'on veut cette matière-là, mais dans la couleur qu'on a choisie. Ok, donc je reviens à ma netteté. J'étais en train de vous parler de la netteté. Alors, la netteté, nous l'avons appliquée précédemment. C'était sur quoi? C'était un objet dynamique. On avait rendu quelque chose net. Ah oui, c'était justement les chèvres. Elles sont toujours là. Voilà.
souvenez là, le calque original des chèvres, on avait transformé en objet dynamique, clic droit, de manière à pouvoir avoir de la netteté dynamique, accessible. Bon, dans le cas d'un calque qui est écrété comme ceci pour qu'il ne soit visible qu'à l'endroit du calque de base, ça pourrait peut-être marcher quand même. Je vais faire convertir en objet dynamique, clic droit, et je vais appliquer filtre, renforcement, accentuation. Ah ben voilà, filtre, renforcement, accentuation. Alors le petit problème, c'est que l'image est JPEG, et alors c'est complètement pourri. Je vais quand même y aller moins fort. Ah, il y a des artefacts JPEG qui ressortent. Bon, mais on arrive quand même à accentuer un peu la texture. Voilà. Ok, ça marche. J'arrive à avoir des filtres dynamiques sur un calque qui est écrété. Désactiver l'accentuation s'il faut. La modifier en double-cliquant sur le mot accentuation. Je peux même mettre un rayon plus fort que le gain, ça va mettre du relief dans la texture. C'est à ça que ça sert. Mais c'est pas génial ici. La texture n'est vraiment pas bonne au départ en fait. Il y a trop de compression JPEG à l'origine. Bien. Et alors vous me posiez la question si je veux coloriser la texture. Eh bien si je veux coloriser la texture, il y a plein de manières différentes. Une que je vais faire ici, c'est mettre un calque. Il y a plein de manières de faire. Comment voulez-vous coloriser déjà? Je vais mettre un calque vide au-dessus de la texture. Je vais dessiner en couleur sur la texture. OK. La couleur recouvre la texture, mais si je mets le calque en mode couleur au lieu du mode normal, c'est tout en bas. Ça garde l'aspect de la texture, vous voyez? Voilà. Et je peux revenir avec autant de couleurs que je veux. Je ne dois pas annuler la couleur précédente parce que, comme je dessine au pinceau en mode recouvrant, en mode normal 100%, la nouvelle couleur que j'amène recouvre la précédente. Alors, si vous prenez des couleurs super saturées, ça bouffe le détail. Donc dans ce cas-ci, je vais éventuellement choisir, si je veux la chèvre en vert, un vert moins saturé et moins lumineux. Encore trop. Voilà. Avec un vert sombre, la texture n'est pas bouffée par le détail. Donc le calque est en mode couleur au lieu du mode normal. Le calque qui est juste au-dessus de la texture est en mode couleur. Vous n'avez pourtant rempli qu'un tout petit peu. Bien. Je peux aussi remplir la totalité du calque avec une couleur. Voilà. Et pour modifier la couleur après, je ne suis pas obligé de retourner, aller faire par le sélecteur de couleurs. Je peux le faire de manière interactive en modifiant directement la couleur de ce calque-là par image, réglage, teinte, saturation. Image, réglage, teinte, saturation. Voilà. Et je change la couleur, la saturation, la luminosité de la couleur du calque ici. D'accord? Amusant ça. Même chose pour l'autre. Je vais recommencer la même opération pour l'autre chèvre. Je clique sur le calque de sa texture. Donc je réponds à ta question. Tu me demandes si l'alternative ne serait pas de travailler directement sur le calque de texture en choisissant ici la couleur. C'est ça? Et en dessinant, plutôt que de dessiner en mode normal 100%, j'annule, modifier ceci. Voilà. Ou même modifier simplement le mode d'application pour le pinceau mode couleur.
Mais le problème, c'est que tu modifies ta texture de manière permanente. Non, bien sûr, mais si on met sur un calque au-dessus, par exemple. Entre calque 7 et calque 11, un nouveau calque. Mais c'est ce que j'ai fait là, en fait. Oui, tout à fait, mais si en diminuant l'opacité plutôt qu'en faisant votre couleur, est-ce que le résultat est différent ou pas? Alors, je vais tester. Tu me demandes si je crée donc un calque vide là au-dessus et que je garde le mode normal ici et que je diminue l'opacité. Est-ce que je vais pouvoir... Oui, ça marche. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Mais ma technique est plus intéressante parce que là, si je veux remonter l'opacité, comment je fais? Tandis que là, en étant à 100% d'opacité, je peux toujours diminuer l'opacité aussi par du calque. Ça, c'est aussi une possibilité que je n'ai pas montrée. Ben oui, il faut viser la technique qui donne le plus de possibilités de modification après. Donc j'annule ceci et je vais donc dessiner au pinceau ou remplir avec la couleur. Voilà. Changer le mode de fusion du calque. Donc à la place du mode normal pour ce calque-là, je mets le mode couleur. Voilà. Et changer la couleur. Image, réglage, teinte, saturation. On n'y va pas par les calques de réglage ici, parce que les calques de réglage, quand on est avec des calques décalés comme ça, écrêtés, il faut ruser. Il y a des solutions, mais c'est compliqué. Ce sera pour la version perfectionnement de la formation Photoshop. Voilà. Voilà, voilà. C'est bon, c'est fait. Là, c'est bien passé. Oui, oui, ça a été. C'est bon, tu me dis. Ah, pardon.